Bienvenue dans un épisode de questions-réponses du Vélo Geek Podcast où aujourd'hui je prends le temps de répondre à plusieurs de vos questions que vous avez posées sur les différentes vidéos de la chaîne. On va parler de plusieurs sujets, dont entre autres le support au niveau des pieds et la différence qu'il y aurait en cyclisme versus à la course à pied ou à la marche. Pourquoi est-ce que les galettes dérailleurs n'ont peut-être pas des rendements aussi impressionnants que plusieurs le pensent? Et est-ce qu'un lubrifiant à la cire liquide en vaporisateur est aussi efficace qu'un traitement à la cire chaude par immersion? Et plusieurs autres. Donc je vous dis bienvenue dans le Vélo Geek Podcast. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levelomag.com. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Donc, je continue à vous encourager à poser vos excellentes questions sur les différentes vidéos de la chaîne YouTube et on commence avec une première qui est très intéressante. C'est concernant les semelles. Que pensez-vous des recommandations faites en course à pied par la clinique du coureur? Un retour à la course minimaliste, voire pieds nus pour retrouver ce contact avec le sol, améliorer la proprioception et induire une adaptation physiologique naturelle. Autrement dit, enlever toute interférence entre le pied et le contact au sol pour une adaptation naturelle. Donc, il y a plusieurs vraiment aspects à aller chercher, mais je vais juste ramener au point principal. La course à pied et la marche, non, est très différent du vélo. Parce que la course à pied est un sport d'impact finalement, un sport de contact au sol, alors que le vélo ne l'est pas. Et c'est pour ça aussi que pour toutes les recommandations que je peux faire, autant avec les clients ici que je reçois en studio que sur les vidéos, je mets toujours vraiment le bémol que c'est des recommandations pour le vélo et qui ne sont absolument pas nécessairement vraiment applicables à la vie de tous les jours, à la course à pied. Non, absolument pas. Parce que non, si on prend un peu la différence, oui, en vélo, on veut aller vraiment chercher un maximum de support, d'aller vraiment remplir tous les espaces plus vides d'une forme de pied naturel. Donc, par exemple, si on a une arche qui est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus haute, dans la vie de tous les jours, c'est pas nécessairement quelque chose de positif. Une arche de pied a ses fonctions vraiment de déformation, finalement, un peu de suspension quand on arrive à la marche, à la course à pied, quand on a un impact au sol, quand on a un contact, d'avoir une déformation du pied qui va vraiment aider à l'absorption et de moins transmettre tous les chocs sur tout le reste du corps. Donc, définitivement, c'est pour ça que quand on parle de quelqu'un qui aurait un pied plat, c'est absolument pas quelque chose de positif parce que souvent, quelqu'un avec un pied plat qui va se mettre à la course à pied, ça va être très dur sur le corps par manque finalement d'absorption des impacts au sol. Mais je ramène à le vélo, étant donné que ce n'est pas un sport d'impact, donc d'appui au sol, idéalement, on veut juste le supporter au maximum, finalement, qu'il y ait le moins de déflexion, qu'il y ait le moins de perte d'énergie, d'être plus efficace, d'éviter justement les potentielles blessures, parce qu'un pied qui serait plus instable peut induire beaucoup plus de tension au niveau des genoux, au niveau des chevilles, d'instabilité au niveau du bassin. Donc, et je fais souvent là aussi la comparaison, c'est-à-dire que non, les corrections qu'on va faire en vélo lors d'un positionnement ne vont pas être similaires à ce qu'on va faire en course à pied, mais davantage similaires à ce qu'on peut faire en ski alpin, par exemple. Donc, quiconque aurait eu ce qu'on appelle du boot fitting va souvent avoir justement été un peu dans le même principe, c'est-à-dire de prendre vraiment, de remplacer la semelle par quelque chose qui soit moulé à la forme naturelle du pied, souvent mais non chargé, parce que c'est un peu la même chose. C'est, on travaille tous les deux sur une surface plane, rigide. La course à pied, je le rappelle, le pied va être vraiment, il va fléchir, il va bouger, il va être actif. Tandis que le vélo, tout comme finalement le ski alpin, c'est un appui sur une surface totale, en fait, une surface complète qui est immobile finalement. Donc, deux dynamiques complètement différentes. Sur la vidéo où ce que je parle des croisements de chaînes, on fait un peu le constat par rapport à des études indépendantes que c'est vraiment préférable de rouler en croisement sur le gros plateau plutôt que le petit plateau, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de pertes frictionnelles générées par être sur le petit plateau, même si on est en ligne de chaîne
qui est presque plus droite, en raison que dans le fond, le pli au niveau du point de pivot de la chaîne est beaucoup plus prononcé lorsqu'on fait, dans le fond, le tour d'un plus petit plateau ou d'un plus petit pignon. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit dans les commentaires, du coup, si on suit le même principe, il vaudrait mieux utiliser un système de cage de dérailleur surdimensionné. Donc, oui, je vais y arriver un peu aux nuances. C'est-à-dire que oui, c'est le même principe, c'est-à-dire de rajouter des cages, dans le fond, des galets surdimensionnés, va être dans le but de réduire le niveau de flexion de chaque maillon de chaîne pour réduire la friction. Donc oui, c'est exactement le même principe si on veut. Même, je dirais, c'est souvent ce qui va faire la plus grande différence, même plus que les fameux roulements qui vont être à très très faible résistance. Le fait de faire plier la chaîne va faire une plus grande différence. Mais ultimement, pourquoi que la différence est quand même très petite pour ce genre de produit, c'est qu'ultimement, elle enlève une friction là où il y en a déjà pas beaucoup, c'est-à-dire dans la partie inférieure du cycle de chaîne. Parce que oui, pour avoir de la friction, pour avoir une perte, ça prend dans le fond une tension au niveau de la chaîne. Si la chaîne n'est pas sous tension, comme la partie supérieure de la chaîne, les pertes frictionnelles sont beaucoup, beaucoup moins élevées. Donc finalement, c'est quelque chose pour réduire la friction, les pertes, dans une zone où il y en a déjà relativement peu. Donc oui, il y a des gains à aller chercher dans cette zone-là. On parle souvent de peut-être 1 watt pour ce genre de produit-là. C'est peut-être aussi une des raisons pourquoi que les cages qu'on voyait en vélo de montagne beaucoup avec des ressorts beaucoup plus forts pour empêcher les claquements de chaîne. C'est pour ça qu'en route, ça a été beaucoup plus long avant que ce soit adopté, parce qu'étant donné justement ça rajoutait de la tension dans la partie inférieure de la chaîne, ça rajoute des pertes frictionnelles. Donc c'est pour ça que, bon, évidemment, on voit des avantages au niveau de la rétention de la chaîne pour éviter certains déraillements. Donc c'est pour ça, avec quelque chose qu'en vélo de montagne, c'est très répandu et un gros avantage. Mais oui, ça rajoute des pertes frictionnelles en raison qu'il y a une plus grande tension dans le bas de la chaîne. C'est pour ça aussi, entre autres, que SRAM, plutôt que d'y aller avec des ressorts plus forts, mais en voulant toujours, disons, diminuer le mouvement de la cage de dérailleur pour éviter les claquements de chaîne, est allé avec un système plus de hydraulique, finalement, de restriction du mouvement, pour que s'il y a un mouvement, la cage ne bouge pas aussi facilement, mais que rajoute pas non plus de tension de façon induite sur la chaîne pour ajouter, dans le fond, des pertes frictionnelles. Mais je le ramène toujours à un point de coût-bénéfice. Donc, je le ramène que souvent des cages surdimensionnées. Donc, oui, techniquement, ça enlève des pertes frictionnelles. On parle en moyenne de peut-être 1 watt à plusieurs centaines d'euros ou de dollars. Donc, c'est toujours une question de ça fait une différence. Oui, mais très, très minime par rapport au coût demandé. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça demeure parmi les pires rendements, dans le fond, coût-bénéfice. Sur la vidéo où je parle, dans le fond, de ma technique 5 minutes pour faire un traitement à la cire chaude par immersion, j'ai quelqu'un qui me dit « Finishline avait un vaporisateur à la cire à une certaine époque. La saleté restait collée sur la chaîne. Ça m'a éloigné de la cire depuis. » Bon, il faut savoir que les produits à la cire, c'est pas absolument pas, dès qu'il y a de la cire dessus, que c'est équivalent. Parce que là, on parle de deux produits qui sont totalement différents, presque diamétralement opposés. Je vais expliquer le produit que la personne parle ici. Premièrement, c'est un vaporisateur. Donc vraiment au niveau du taux de pénétration de lubrifiant à l'intérieur des points de pivot de la chaîne, c'est de loin inférieur parce que finalement un vaporisateur va mettre soit beaucoup d'éléments lubrifiants sur la surface externe de la chaîne, mais ultimement très peu qui va vraiment pénétrer à l'intérieur des points de pivot. Là où ce que le lubrifiant, c'est là qu'il est nécessaire de lubrifier l'extérieur de la chaîne, à part vraiment attirer les contaminants. C'est pas un endroit qu'on veut mettre du lubrifiant, c'est un endroit qu'on veut rester le plus propre possible. Donc en partant, le fait que ce soit un vaporisateur plutôt qu'une immersion, c'est deux choses complètement différentes au niveau de la qualité. Deuxième chose aussi, c'est que les produits comme ça, autant liquides que par vaporisation, c'est très majoritairement, surtout dans le cas de Finishline,
seulement du liquide de transport. Donc, la cire est une faible partie, souvent moins de 25% du contenu total. Donc, en plus, on dit que ce qu'on applique, ben, c'est seulement 25% de la cire. Il n'y a presque pas de cire. Donc, on ne peut pas faire une comparaison au niveau de la qualité non plus. Donc, et aussi, ben, souvent, ces liquides de transport-là vont laisser un résidu huileux qui va être encore là, quelque chose qui va attirer, qui va être beaucoup plus collant au niveau des contaminants. Tandis que quand on est dans une application par acide par immersion, ben, on est 100% dans de la cire qui n'est pas collante du tout. Donc, encore là, on est vraiment dans deux choses complètement opposées. Et aussi, ben, c'est deux choses parce que ce genre de lubrifiant-là, je serais curieux de savoir comment que cette personne l'utilisait. Parce que c'est comme tous les lubrifiants secs, ça demande, je dirais au minimum en général, un 8 heures de séchage pour que tout le liquide de transport se soit évaporé et que finalement les liquides, dans le fond, tous les additifs qui vont être vraiment les lubrifiants, dans ce cas-là la cire, restent au bon endroit. Donc si on l'applique juste avant d'aller rouler, ben, finalement, non seulement les agents lubrifiants ne font pas leur travail parce qu'ils sont incapables de rester vraiment à l'intérieur de la chaîne, ils partent de façon très facile, ben, tout le liquide de transport devient quelque chose de collant qui va vraiment attirer tous les contaminants, qui va faire justement une chaîne qui va être très sale, qui va devenir très contaminée très rapidement, qui va créer une usure prématurée, qui va être sale, qui va demander beaucoup plus de travail au niveau de l'entretien. Donc, là, ici, il faut arrêter de penser que dès que c'est un produit à la cire, que tous les produits à la cire viennent un peu dans une même catégorie, on est dans deux types de produits complètement différents. Et même dans les produits à la cire, disons goutte à goutte, il y a d'énormes différences avec que ce soit un procédé fait par immersion dans la cire chaude ou vraiment le goutte à goutte. Parce que le taux de pénétration est quand même moins élevé. Il y a encore là tout le concept d'avoir du liquide de transport et aussi même la qualité du liquide de transport. Il y en a des lubrifiants comme le Super Secret Chain Loop de chez Silka qui va être entre 70 et 75% de concentration de cire et seulement 25 à 20% de liquide de transport, donc beaucoup plus concentré pour avoir une très, très meilleure qualité d'application, de pénétration. Mais en plus aussi, le liquide de transport est en plus de nature aqueuse, ben, de l'eau, elle va beaucoup plus évaporer et moins laisser un résidu finalement huileux qui va être plus collant pour tous les contaminants. Donc oui, aussi un liquide de transport aqueux est peut-être plus long un peu à sécher, mais va donner vraiment un meilleur résultat. Et aussi, honnêtement, au point de vue écologique, est beaucoup plus écologique parce que bon, les produits comme Finish Line, les liquides de transport, oui, vont s'évaporer un petit peu plus vite, mais non seulement laissent un résidu huileux, c'est très toxique pour l'environnement aussi. Donc, vraiment quelque chose à penser. Sur la vidéo où je parle d'une erreur très fréquente de positionnement, qui est celle de devancer la selle vers l'avant dans le but de réduire la portée avec le guidon, j'ai quelqu'un qui me dit, malheureusement avec le développement des combos cintre-potence, ça peut être très prohibitif de changer sa longueur de potence au niveau du cou. Donc, on va jouer sur le recul ou m'avancer ma selle. Y a-t-il d'autres moyens de compenser pour avoir moins de pression au niveau des mains? Donc, c'est sûr que c'est pas un cas idéal. Dans le monde idéal, oui, on va raccourcir la potence, mais si pour quelconque raison, il y a des effets de coût qui vont être menés, un truc que je pourrais donner serait plus au niveau de la position des leviers. C'est-à-dire, très souvent, pour beaucoup de vélos, justement d'assemblage général, les leviers vont être positionnés relativement bas, si on veut. Ça m'arrive très souvent de les relever. Mais aussi, ce que ça donne de les relever, et là, je ne parle pas de relever, dans le fond, de changer l'angle du guidon au complet vers le haut, mais simplement de positionner la position, dans le fond, des leviers sur le cintre légèrement plus haut sur le guidon. Ça va un peu avoir un effet de meilleur appui sur les mains et aussi de réduire de façon effective la portée avec le guidon, avec les mains dans les leviers. Donc, c'est quelque chose justement qui est peut-être pas l'idéal comme modification, mais dans un cas comme ça où on ne veut pas nécessairement se rendre à changer le guidon potence qui peut amener des très très forts coups, ben, ça peut être vraiment une modification qui peut être intéressante.
Qu'en est-il des fourmillements et engourdissements des mains? Une potence trop longue peut-elle aussi donner des inconforts de main? Absolument, et je dirais même que c'est probablement la raison la plus fréquente. C'est une des corrections les plus fréquentes que je fais pour les personnes qui souffrent d'engourdissement au niveau des mains. C'est-à-dire que de raccourcir la potence, encore là, c'est beaucoup une question de répartition de charge, donner de la marge de manœuvre et ramener la charge plus vers l'arrière, mettre moins de poids vers les mains. Donc, et souvent aussi, quand il y a une portée qui est trop grande, on a tendance à bloquer finalement, avoir les bras très, très, très droits, bloquer les coudes, ce qui fait que justement, toutes les imperfections de la route sont beaucoup plus directement absorbées par les mains, moins de marge de manœuvre, moins d'absorption. Donc, définitivement qu'une portée au guidon trop grande, par rapport justement avec une potence trop grande, serait très, très, très possible pour dans le fond, quelqu'un qui va avoir des engourdissements au niveau des mains. Sur la vidéo que j'ai faite sur les propriétés des fibres de carbone par rapport aux aciers ou aux alliages aluminium, il y a un point qui est revenu de façon assez fréquente, c'est-à-dire au niveau du recyclage. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui lèvent la main à dire, ben oui, mais une réalité du carbone, c'est qu'il est non recyclable. Donc, d'un point de vue environnemental, ça a définitivement un impact. Donc, je vais clarifier ce point-là, c'est-à-dire que oui, il existe des méthodes et il existe des entreprises spécialisées dans le recyclage et la réutilisation des fibres de carbone. La réalité qui, oui, est vraie, c'est que malheureusement, ces méthodes-là ne sont encore vraiment pas déployées à grande échelle, ce qui fait que c'est une très petite minorité de toutes les fibres de carbone qui aboutissent finalement à pouvoir être réutilisées et recyclées. Et souvent, c'est pas du monde du vélo parce que les quantités sont pas si grandes que ça. Ça va souvent beaucoup plus venir en fait du monde de l'automobile ou dans le fond de la course automobile qui va avoir des gros morceaux ou même au niveau de l'aéronautique. Mais oui, il y a des méthodes de recyclage et de réutilisation. Donc oui, il peut y avoir dans le fond, des fibres qui vont être un peu concassées finalement pour être utilisées, entre autres, je vais donner un exemple très intéressant dans le monde du vélo qui est les scellants pour tubeless de la marque Silca. Donc eux, ce qu'ils vont utiliser, c'est de la fibre de carbone concassée en petites fibres qui vont ajouter finalement au scellant. Qu'est-ce que ça fait? Finalement, c'est que s'il va avoir un scellant avec toutes ces fibres-là à l'intérieur, qui peuvent être de 4 à 5 mm de long et très petites fibres, c'est que s'il va avoir une crevaison, tous ces fibres-là vont vraiment aider à colmater une potentielle crevaison, même s'il y a une grande et souvent plus un trou plutôt qu'une petite perforation, donc permet vraiment une excellente performance au niveau de, dans le fond, le colmatage des crevaisons. Et qui est fait, oui, avec des fibres de carbone réutilisées. Donc, on redonne une deuxième vie à ces fibres. Donc, un principe qui est déjà très intéressant. Aussi, oui, il existe, et là, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est pas quelque chose que je connais de façon très détaillée, mais oui, il existe des façons de réutiliser des fibres. Souvent, c'est de leur donner une deuxième vie dans un site de recyclage, de réparation ou quoi que ce soit. Donc, non, il y a certaines propriétés qui peuvent être perdues, mais tout de même, dans beaucoup, beaucoup d'applications, c'est très, très, très suffisant. Donc, oui, il existe des méthodes de recyclage des fibres de carbone, mais oui, il faut être réaliste. Malheureusement, c'est très peu utilisé et donc la majorité des fibres de carbone, malheureusement encore présentement, se retrouvent dans les sites d'enfouissage. Donc oui, au niveau environnemental, c'est encore un problème. Et je vous rappelle de poser vos excellentes questions sur les différentes vidéos de la chaîne YouTube, dont le lien est en bas ici dans la description. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de sel et les capteurs de mouvement dynamique et bien entendu, mon expérience et savoir-faire, le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com.